Oui, merci Madame la Présidente. Je prends la parole au nom de notre collègue Maryvonne Blondin. Et je le prends d'autant plus facilement et aisément que j'étais avec elle en 2017 à la délégation des droits des femmes lorsqu'elle a présenté au Sénat un rapport parlementaire traitant du sujet des enfants présentant une variation du développement génital. C'était un premier rapport parlementaire sur ce sujet et beaucoup de collègues ont découvert. Il faut savoir que la pratique dans la seconde moitié du XXe siècle était d'opérer ces enfants, et ceci sans réelle information des familles et bien sûr sans évoquer les conséquences sur la vie de l'enfant et sans chercher un réel consentement. Imaginez, mes chers collègues, le désarroi des parents soumis dans ces moments difficiles à une double pression, celle de l'appréhension binaire de notre société et l'injonction à déclarer le sexe administratif de leur enfant. L'orientation systématique vers des centres de référence spécialisés était déjà pour nous essentielle afin de garantir une prise en charge adaptée par des équipes pluridisciplinaires et d'échanger sur les cas les plus complexes avec les familles et l'enfant avant toute intervention si l'urgence vitale le nécessitait. Protéger l'intégration physique de l'enfant et lui permettre ainsi la possibilité de faire son choix. Le Conseil d'État le rappelle. Or, je cite, « Hors motif médical d'urgence vitale, il convient d'attendre que le mineur soit en état de participer à la décision et de faire état de la souffrance qu'il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance des avantages-risques de l'acte envisagé. Il s'agit de ne plus laisser le monopole de la décision au seul médecin et de laisser le temps à l'enfant d'être en mesure d'exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision le concernant. C'est un équilibre fragile entre un principe de non-interdiction visant à laisser la capacité aux équipes médicales d'appréhender la nécessité d'une intervention et la volonté de prévenir le recours systématique à la chirurgie précoce en cas d'absence d'urgence vitale. Les travaux de ma collègue Blondin rejoignent les conclusions des rapports internationaux et la Convention internationale des droits de l'homme. Merci, cher collègue. Nous passons maintenant à l'examen de l'amendement 209. Il est présenté par Madame Cohen. Oui, merci Madame la Présidente. L'article 21 bis est très important, comme vient de le souligner ma collègue, et peut marquer une avancée considérable pour les enfants présentant une variation du développement sexuel. Nous proposons à cette occasion 2 amendements. Le premier, donc celui que je présente maintenant, pourrait paraître anodin ou susciter quelques interrogations, puisque nous proposons de supprimer l'ajout fait en commission spéciale de faire référence à la Haute Autorité de santé. Avec tout le respect que nous avons pour cette institution, nous émettons régulièrement des doutes sur les bonnes pratiques qu'elle recommande. En effet, nous considérons que parfois ces bonnes pratiques peuvent être contre-productives ou paradoxalement limiter des innovations qui pourraient être mises en œuvre par des professionnels de santé. Pour nous, ces bonnes pratiques peuvent s'apparenter à un protocole qu'il faudrait absolument suivre, à une sorte de standardisation des soins imposés aux équipes médicales. Dans le cas précis de l'article 21 bis, pour le diagnostic et la prise en charge des enfants dits intersexes, nous estimons donc qu'il n'est pas nécessaire de faire référence à la Haute Autorité de santé, le texte initial se suffisant à lui-même. Je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur le rapporteur. Merci Madame la Présidente. Effectivement, cette question des enfants présentant une variation du développement génital, si elle peut paraître quasi anecdotique en termes de nombre, est importante en termes symboliques et surtout est marquante par la souffrance qui est exprimée par ces enfants devenus adultes, par la difficulté qu'ils ont à vivre leur situation et par le fossé qui s'est souvent creusé entre eux et les professionnels de santé qui, pour leur part, sont apparus souvent sur la défensive et tentant de justifier des actes pour lesquels ils étaient mis durement en accusation. C'est ce constat que nous avons pu partager ensemble lors des auditions. Le Comité national d'éthique l'a partagé également dans son avis 132
qu'il a rendu au mois de novembre. Et donc, la Commission a donc fait le choix de chercher la voie pour rapprocher les points de vue et pour permettre qu'en tout cas, chacun s'exprime, chacun soit écouté, que les souffrances des uns et les pratiques des autres soient respectées et que de nouvelles pistes de prise en charge soient élaborées pour l'avenir. Et donc, en droite ligne avec une recommandation que le Conseil national d'éthique a formulée dans cet avis 232, la Commission a en effet choisi de soumettre le diagnostic et la prise en charge de ces enfants à des recommandations de bonnes pratiques arrêtées par la Haute Autorité de Santé. Pourquoi ? Parce qu'elles répondent à un référentiel, à une méthodologie qui fera que chacun devra être écouté, entendu et que les différents points de vue devront être pris en compte. Il ne nous est pas apparu que la Commission pouvait régler les questions liées à cette prise en charge par elle-même, mais décider de pistes d'amélioration. C'était la philosophie du texte que nous ont transmis nos collègues de l'Assemblée nationale. Et sur cette question difficile, nous avons choisi de progresser avec cette philosophie et sur donc 2 points. Le premier étant celui-ci. C'est pour cela évidemment que j'émets un avis défavorable à votre amendement. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du Gouvernement. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. L'avis du Gouvernement sur cet amendement est un avis favorable. Comme l'a souligné Madame la sénatrice, cet ajout n'est pas utile puisque l'article 21 bis du projet de loi de bioéthique dans sa rédaction post-Assemblée nationale renvoie déjà à un arrêté le soin de fixer les modalités de prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital. Cet arrêté sera pris sur le fondement de l'article L. 1151-1 du Code de la santé publique. Et cet article prévoit précisément la définition de règles de bonne pratique après avis de la Haute Autorité de Santé. C'est donc un avis favorable à la suppression de cette mention redondante pour le gouvernement. Merci Madame la ministre. Il n'y a pas de demande d'explication de vote. Et donc, je vais mettre aux voix l'amendement 209, qui est un avis défavorable de la Commission, favorable du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 209 n'est pas adopté. 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 206 pour commencer, Madame Cohen. Merci Madame la Présidente. Le Code de déontologie médicale précise, je cite, qu'aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée sans motif médical très sérieux et sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et sans son consentement. Malheureusement, cette partie du code ne nous semble pas appliquée, notamment ou pas toujours appliquée, notamment pour les 1,7% d'enfants qui naissent en France et qui présentent une variation du développement sexuel. Trop souvent, même si cette pratique visiblement tend à disparaître, ces enfants dès leur première année subissaient des ablations du clitoris ou bien une castration. Des actes traumatisants pratiqués en l'état de nos connaissances à ce moment-là, tant médical que psychologique, et rarement au nom d'une nécessité médicale, mais au nom d'une certaine obligation faite par la société d'être assigné à un sexe biologique bien déterminé. Lors des auditions, les spécialistes et des spécialistes nous ont dit qu'ils avaient changé de regard, et en tout cas c'est l'impression effectivement que j'ai eue, et que les opérations désormais étaient rarissimes. Je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Car comment peut-on imposer arbitrairement à des enfants des choix aussi binaires que le masculin ou le féminin, avec le risque que quelques années plus tard, ce sexe ne corresponde pas à leur genre, à leur identité? Et malheureusement, malgré les bonnes intentions de l'alinéa 7, le texte en l'état ne nous semble pas permettre d'éviter ces opérations chirurgicales. Nous proposons donc d'inscrire clairement leur interdiction, mais évidemment avec dérogation, sauf urgence vitale ou de consentement explicitement et personnellement exprimé par la personne, même mineure. Ces opérations sont une violence infligée à des personnes avec de multiples et lourds effets secondaires et avec le sentiment que le pouvoir médical peut décider pour autrui de ce que doit être un corps pour se conformer à l'apparence
soit d'un homme, soit d'une femme. Les témoignages que nous avons entendus d'enfants intersexes devenus adultes sont très clairs et sont extrêmement émouvants et nous amènent à une position peut-être assez tranchée en faveur de cette interdiction. Le choix ou le non-choix doit leur revenir et uniquement à eux, pas même à leurs parents, et ce, de façon libre, éclairée et consentie. Je vous remercie. Merci, Madame Cohen. La parole est à Madame Meunier pour le 61 rectifié bis. Il est identique dans le fond. Sur la forme, nous y ajoutons qu'en cas de nécessité vitale, le médecin délivre des soins indispensables. Mais sur le fond, ma collègue Laurence Cohen a très bien défendu cet amendement. Très bien, chers collègues. Alors maintenant, il revient à Monsieur le rapporteur de nous donner l'avis de la commission spéciale. Merci Madame la Présidente. Donc les amendements 206 de Madame Cohen et 61 de Madame Blondin visent effectivement le même objectif, c'est-à-dire à interdire les actes de conformation sexuée, sauf urgence vitale ou consentement personnel du patient mineur lorsqu'il a suffisamment de discernement. Ces amendements viendraient donc limiter les opérations précoces sur les enfants présentant des variations du développement génital au seul cas d'urgence ou de nécessité vitale. Et effectivement, les témoignages que nous avons entendus à cet égard étaient, comme Madame Cohen l'a rappelé, tout à fait émouvants. Cela exclurait les autres cas de nécessité médicale, dont les opérations visant à éviter des pertes de chance fonctionnelles, sans laisser de marge d'appréciation aux médecins. Par ailleurs, il semble difficile parfois de définir ce qui relève de la conformation sexuée et serait soumis ainsi à interdiction. Les interventions chirurgicales sont effectivement complexes et concernent souvent également l'appareil urinaire, par exemple en cas d'hypospadias. La Commission a tout à fait compris l'intention des auteurs des amendements, mais il nous semble que ce n'est pas encore l'heure des conclusions définitives pour inscrire une interdiction dans la loi. Il convient d'abord de prendre le temps d'élaborer des bonnes pratiques en réunissant toutes les parties prenantes. C'est encore une fois ce qu'a recommandé le Conseil national d'éthique. Il nous faut passer sur ces questions du dissensus au consensus. Et c'est dans cet esprit que la Commission a adopté la disposition relative aux recommandations de bonnes pratiques auxquelles serait soumis le diagnostic et la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital. Ce référentiel pourrait constituer un premier cadre commun des interventions précoces. Enfin, je note que l'amendement 61 ferait disparaître une disposition du Code de la santé publique qu'il paraît important de conserver, la possibilité pour un médecin de délivrer les soins indispensables sur un mineur ou un majeur sous tutelle, malgré l'opposition de la personne titulaire, de l'autorité parentale ou du tuteur. Nous entendons bien la préoccupation. Nous pensons qu'il faut prendre un peu de temps. Peut-être le consensus aboutira à la proposition que vous faites, mais ce serait à l'heure actuelle prématuré. C'est la raison pour laquelle elle a émis un avis défavorable aux deux amendements. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement. Merci Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, c'est aussi un avis défavorable du gouvernement. Comme nous avons eu l'occasion de l'exposer déjà, évidemment, le gouvernement et je pense l'ensemble des bancs ici partagent cette attention d'assurer la meilleure protection possible de la santé des enfants présentant des variations du développement génital. Et c'est même l'objet de cet article 21 bis qui va permettre de mieux accompagner les enfants, leurs familles, au travers de centres de référence spécialisés sur ce sujet pour des prises en charge par des équipes spécialisées et pluridisciplinaires. L'amendement que vous proposez comporte en fait un risque important qui a été rappelé par le rapporteur. En réduisant la nécessité médicale au seul risque vital, il peut empêcher la réalisation d'actes médicaux qui peuvent s'avérer nécessaires. Et une fois de plus, dans un souci de réaffirmation constante de ma confiance inébranlable en la science et en la médecine, je crois qu'il appartient aux médecins de définir ce qui relève ou non de cette nécessité médicale. Je vous remercie. Merci, Madame la ministre. Madame Cohen, pour explication de vote. Oui, je suis sensible aux arguments qui ont été développés, mais c'est quand même un amendement d'appel en tout cas. Et je voudrais citer la recommandation du Conseil d'État en 2017 sur ce sujet.
Je cite: « Hors motif médical très sérieux, il convient d'attendre que le mineur soit en état de participer à la décision et notamment de faire état de la souffrance qu'il associe à la lésion et de moduler lui-même la balance avantage-risque de l'acte envisagé. L'acte médical ayant pour seule finalité de conformer l'apparence esthétique des organes génitaux aux représentations du masculin et du féminin afin de favoriser le développement psychologique et social de l'enfant ne devrait pas pouvoir être effectué tant que l'intéressé n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté et de participer à la prise de décision. » Donc voilà. Si Madame Cohen, c'est clair. Je vais donc mettre aux voix, pour commencer, l'amendement 206. Il a un avis défavorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 61 rectifié bis, qui a reçu un avis défavorable de la commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Nous passons à l'examen de l'amendement 321. Il est présenté par monsieur le rapporteur spécial. C'est un amendement rédactionnel, madame. Donc défendu. Madame la ministre, avis favorable. Je mets donc aux voix le 321 avec un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 21 bis. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Je mets aux voix l'article 22. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est